Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue à notre formation sur le reportage en zone de conflit, organisée par le Forum Pamela Award de reportage sur les crises mondiales. C'est un forum du Centre international pour les journalistes ICFJ basé à Washington et lancé pour aider et doter les journalistes des expertises dont ils ont besoin pour mieux travailler et pour mieux couvrir les enjeux mondiaux. Je suis Kossi Balao, le directeur du forum qui réunit près de 3000 journalistes francophones et je vous invite, si vous êtes journaliste, à rejoindre cette belle communauté sur Facebook. Je vous mets le lien dans la boîte de discussion et il sera également disponible sur YouTube. Cette formation est essentiellement consacrée au reportage en zone de conflit. Comment couvrir les conflits, comment les apprendre, comment se spécialiser dans ce domaine. Comment se protéger, les choses à ne pas faire dans un reportage en zone sensible, quels réflexes adopter en cas de kidnapping, par exemple, et comment évaluer les risques avant le départ. Quels sont les outils technologiques qui permettent de faciliter le travail? Quels sont les modes de communication qu'il faut privilégier? Comment bien analyser les conflits? Ces questions et bien d'autres seront traitées et répondues au cours de cette formation animée par Madame Faten Ayed. Elle est journaliste multiprimée, consultante et formatrice en Algérie. Depuis 2006, elle travaille pour de nombreuses rédactions et elle s'intéresse à des sujets variés tels que les conflits armés dans le Sahel, la radicalisation, les enfants soldats, la guerre au Mali, les migrations et les réfugiés, la protection des femmes, des journalistes femmes, les questions de genre, etc. Elle est également web journaliste hybride et s'oriente vers la transformation numérique des médias tout en poursuivant ses recherches et formations. Elle nous fait l'honneur, encore une fois, d'animer cette formation. Bonjour, Madame Faten. Bonjour, Monsieur Balao, je suis doublement ravie. Comment vous allez? Ça va pour la deuxième fois avec vous, avec nos chers consoeurs et confrères. Très ravie. Nous sommes très ravis également et très heureux de vous avoir pour cette formation. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation Je surtout. les salue tous ceux qui nous suivent. Nous parlons au cours de cette formation du reportage en zone de conflit. Et si on commençait par définir ce qu'implique ce terme, c'est quoi un conflit? Comment comprendre les conflits? Alors, si on se réfère justement au droit international, uniquement au droit international, il faut savoir que le conflit oppose deux groupes. Alors, les groupes, au début, ne sont pas armés. Donc là, on parle uniquement de conflit. Ensuite, si les deux groupes qui souvent divergent portent des armes, là, on parle de conflits armés qui peuvent être donc internes, frontaliers, transfrontaliers. On passe à une autre définition de certains universitaires qui parlent de conflits armés à partir du moment où deux groupes armés sont confrontés, se confrontent, se battent entre eux à partir de 50 kilomètres en termes de zone, en termes de territoire. Là, on parle de zone de guerre. On parle aussi de guerre interne, de guerre civile. Alors là, on peut aller à tous les niveaux. Tant qu'il y a des pertes humaines, les conséquences sont dévastatrices, on parle effectivement de zones de conflit. Et comment couvrir ces conflits? Pardon? Comment couvrir ces conflits? Que ce soit des Alors, conflits armés, des conflits dans une zone sensible, des conflits communautaires, des conflits de villages. Comment on fait couvrir ces conflits pour un journaliste? eh bien, Monsieur Balao, d'abord, il faut identifier quel est ce conflit, sa source, d'où il vient. Est-ce un conflit politique? Est-ce que c'est un conflit religieux? Est-ce que c'est un conflit de terre foncier, de droit? Donc, il y a différentes façons de traiter cette information, mais la plus importante pour un journaliste est de pouvoir identifier, vérifier l'origine de ce conflit. Par la suite, il faut bien connaître la communauté, les deux communautés qui s'affrontent, peut-être parfois trois quand il y a un troisième protagoniste, tout dépend du conflit dont on parle. Par la suite, on a aussi cette notion
de trouver toujours un moyen de pouvoir aller sur le terrain. Et c'est là où toutes les problématiques se posent aux journalistes, surtout nous, journalistes africains, avec le peu de moyens. Se préparer pour aller sur le terrain et commencer le reportage en fait sur le conflit. C'est là que tout démarre. Et comment on fait cette préparation? Est-ce qu'il y a des étapes? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut faire, des choses qu'il ne faut pas faire en fait? Comment se préparer pour aller sur le terrain? Absolument. On a déjà parlé de la préparation pour aller dans un reportage à risque il y a 2 semaines. Je pense que toutes les pratiques que nous avons annoncées sont valables. Il y a toute une littérature pour les journalistes sur la préparation au reportage. Mais selon mon point de vue, selon mon expérience de ces quelques années lesquelles j'étais sur le terrain, la préparation doit être minutieuse, surtout quand on va d'un pays à un autre, d'une région à une autre, quand on ne connaît pas ni les traditions de ce pays, ni la langue, ni les langues, parce que parfois on est confronté à plusieurs dialectes. Alors, la préparation doit être vraiment en amont, parfois pas des mois, ça dépend si le conflit perdure, ou alors, allez-y, je sens qu'il y a une question qui veut sortir. Donc voilà, il y a donc un maximum d'outils qu'on pourrait utiliser personnellement, de les développer pour soi. Alors, ça peut être comment protéger son identité sur les réseaux sociaux avant d'aller sur des zones de conflit pour ne pas être identifiable. C'est très important de ne rien publier sur les réseaux sociaux, sur ses enfants, sur sa famille, donc son métier. Pas de photos. Voilà. Moi, je suis restée anonyme jusqu'en 2016 où j'ai été primée, donc ma photo elle a un peu circulé. Mais avant toute cette période de 2016 vers 2006, ma photo n'était quasiment pas, on ne pouvait pas me reconnaître. Pourquoi? Pour ma protection, tout simplement, parce que je devais me protéger. Je n'ai rien à cacher, en toute transparence, je faisais mon travail. Mais se protéger, ça peut vraiment ne pas être identifié sur le terrain est très important parce qu'on passe inaperçu, surtout pour les femmes. Une question qui me vient en tête quand vous parlez de protection des journalistes, est-ce qu'il faut ne pas peut-être s'organiser en équipe pour aller faire un reportage dans une zone de conflit? Informer ses collègues, informer peut-être des autres associations, des organisations qui travaillent en faveur de ce conflit, par exemple. Oui, c'est l'une des solutions pour se protéger, évidemment. Tenir un carnet, non pas virtuel, mais vraiment un carnet de notes en doublant sur son PC, sur un cloud écrit, pour pouvoir, voilà, pour qu'on puisse remonter la piste de tous nos déplacements, parce qu'il arrive qu'on oublie. Et dans un reportage, évidemment, il faut écrire. Il ne faut pas compter sur le dictaphone, il ne faut pas compter sur le téléphone. En milieu de reportage, on peut passer des heures à enquêter, à parler aux gens. Il n'y a plus de batterie, on n'a plus de piles. Même si on a encore des piles, ça va être difficile de les sortir, de charger. On peut être dans un bus, on peut être embarqué dans une voiture, dans le désert. On peut nous interdire d'utiliser le matériel. Donc, stylo, papier, c'est parfait. Petit carnet, très discret, c'est très bien. Donc, la protection des journalistes, évidemment, elle est au cœur des reportages en zone de conflit. Tout dépend du degré de protection qu'on décide de réfléchir. Parce que plus on se protège, et mieux les choses se déroulent pour nous. Il faut revenir vivant, n'est-ce pas, M. Balaou? C'est très important, en fait. Le journaliste doit vivre pour pouvoir continuer à faire ses reportages. Mais toujours sur la question de la protection, est-ce qu'il y a des outils, en fait, que vous recommandez de par votre expérience? Alors, il y en a beaucoup, justement, parce qu'il y en a beaucoup, qu'il faut faire très attention au choix de ces outils. Alors, il y a des outils pour le trafic des avions. C'est intéressant à connaître ce genre de choses. Des applications, des outils pour utiliser le VPN quand on n'a pas accès à une connexion.
un cloud pour protéger ses données immédiatement. Pour ceux qui utilisent, moi, je ne recommande pas trop ce genre de choses, sincèrement, parce que je n'ai pas eu de bonnes expériences, mais beaucoup de journalistes, de grands reporters de guerre comptent beaucoup sur le cloud, vu leur pays, vu les moyens qu'ils mettent pour partir donc, dans des zones de conflit pour couvrir. C'est très important. Après, il y a pas mal d'outils sur lesquels je pourrais conseiller les confrères et les consoeurs qui décident vraiment d'emprunter ce chemin. Mais le plus important, c'est d'utiliser les outils généraux pour se protéger en tant que journaliste. Je parle surtout de la cybersécurité. Il y a tant de formations, des tutos en ligne qui expliquent beaucoup plus que moi sur ces choses. Il y a beaucoup plus d'experts, je veux dire. Voilà, donc pour le moment, par contre, ce que je voudrais dire, c'est que n'importe quel journaliste aujourd'hui qui voudrait faire des sujets sensibles, il faut qu'il puisse avoir une veille sur les réseaux sociaux. C'est impératif. Moi, je conseille toujours Twitter. Pour moi, Twitter, c'est vraiment la plateforme qui m'a permis de gagner du temps, de prendre beaucoup d'informations, de capter les contacts d'experts d'instituts de recherche. C'est très important d'avoir ça à proximité. Et eux aussi, ils ont la possibilité de nous contacter très facilement et organiser, parce qu'il faut savoir pour les journalistes, avec donc Twitter, on peut organiser pour la veille, pour vous faciliter la veille, donc organiser des sections sur Twitter, des listes où on va suivre que des comptes d'instituts de recherche, l'Union africaine, les instituts de recherche de géostratégie. Tout ça va nous permettre donc de s'organiser. C'est un outil indispensable. Pour moi, c'est number one. Deuxième première question, sur Facebook, parfois on doit se faire escorter par des groupes armés dans les zones sous leur contrôle. Quelle attitude faut-il adopter? Alors, ça dépend si on est embarqué c'est-à-dire si il y a un commun accord et ils nous ont invités. Donc là, il y a moins de risques. Eux ont besoin de nous pour pouvoir communiquer quelque chose. Il faut savoir, pour chaque journaliste, que si vous êtes embarqué, invité par des groupes armés, c'est qu'il y a une volonté de dialoguer. Ils veulent faire passer des messages. Évidemment, il faut adopter cette attitude de calme, de serein, surtout si on est d'une ethnie qui est à l'opposé. Alors, dans ce cas-là, il faut vraiment être très posé, très serein et essayer de capter le message. Ne jugez pas. Captez juste le message, rapportez cette information, essayez de les comprendre. Même si vous êtes à l'autre bout de leur idée, ce n'est pas grave. Restez serein, captez tout ce qu'ils disent, toute cette information, vous allez l'utiliser. Madame Mayette, quelles sont les choses à ne pas faire en reportage, en zone de conflit? D'abord, il ne faut pas paniquer. C'est la première des choses. Quand on dit zone de conflit, si quelqu'un vous dit zone de conflit, forcément, il y a quoi? Il y a des armes, il y a des blessés, pour ne pas dire autre chose, il y a des agressions, on peut être facilement agressé nous-mêmes par d'autres individus, suivis, harcelés, ça arrive tout le temps. Donc, il ne faut pas paniquer, il ne faut pas céder à la panique. D'où l'importance de se protéger tout au long de son parcours. On ne peut pas aller à une zone de conflit parce qu'il y a une dépêche qu'une agence internationale voilà, qui déclare qu'il y a un conflit qui vient voilà, à l'instant. On ne va pas aller tout de suite. Il faut qu'on connaisse, il faut qu'on agisse, il faut qu'on vérifie. On est des journalistes. Donc, il faut se préparer. Il faut connaître tous les protagonistes. Une autre question, c'est de savoir comment évaluer les risques en fait avant de partir. Vous parlez tout de suite de se préparer. En fait, il y a des précautions qu'il faut prendre avant de s'aventurer avant de s'aventurer dans une zone de conflit. Mais qu'est-ce qui est plus important pour toi en fait? Je pense qu'en fait, la protection dont on parle, c'est aussi la préparation en amont. On peut avoir un fixeur sur place, téléphoner à des gens pour avoir... mais attention, le copinage, parce que les gens en zone de conflit passent souvent par nos fixeurs. Souvent, les fixeurs sont malhonnêtes, ils peuvent nous revendre. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut arriver.
Et là, il faut faire attention, il faut avoir toujours un double fixeur, un double chauffeur, avoir un contact de confiance. Et ça se crée avec les années. Ça n'arrive pas voilà, du jour au lendemain, sauf si on est chanceux. C'est très rare. La chance, c'est très rare dans ce métier. Mais cela demande aussi des moyens financiers, n'est-ce pas? Absolument, il faut avoir des moyens, il faut que votre média puisse avoir les moyens de sa politique. Je n'aurais jamais pu faire ça si mon journal ne m'envoyait pas. Après, on se débrouille. Je ne vais pas vous dire qu'ils ont pris en charge tous mes reportages, absolument pas. Je me suis débrouillée, j'ai réussi à trouver des idées, j'ai développé des choses, parce que voilà, de fil en aiguille, on peut trouver beaucoup de choses, beaucoup d'idées au fur et à mesure. Ce n'est pas votre journal qui va vous appeler, va vous dire allez-y, faites l'interview du putschiste. Maintenant, tout de suite, non, c'est vous. Vous avez envie de le faire ou pas. Vous avez envie d'aller frapper chez des militaires en leur disant ce que j'avais fait. Moi, je veux vous parler. Je veux que vous puissiez avoir votre espace parce que le putschiste va parler. Donc, allez-y. Je vais aller voir les rebelles, pareil. Je veux que vous parlez. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Donc, on est journaliste, donc il faut qu'on essaye de rassembler toutes ces voix. D'accord? En tant que journaliste étrangère dans un pays comme le Mali, frère et voisin, le pays est frontalier, donc 1400 km de frontières, je vais aller voir tous les protagonistes. Même il y a plusieurs sphères. Il y a ceux, donc la première sphère, la deuxième et la troisième. Donc la troisième, ça peut être des diplomates qui sont sur place, qui peuvent donner leur avis. Ça peut enrichir le papier, le reportage, mener à d'autres enquêtes, à d'autres idées et fournir un travail tout au long de l'année, sauf s'il n'y a plus de conflit. Madame, qu'est-ce qui a été plus difficile pour vous pendant vos reportages dans des zones sensibles? Alors, bien sûr, parce que je suis peut-être une femme, mais c'est vraiment les victimes. C'est les victimes collatérales, les femmes, les enfants, les blessés, les personnes âgées, les gens qu'on ne va plus revoir sur la route. On rencontre des gens, on passe de village en village et certains n'existent plus. Quand on revient, on fait le chemin inverse parce que c'est la guerre. Certaines dunes ont disparu, certains villages n'existent plus du jour au lendemain. Donc on se dit, on s'est trompé de route, mais la route, elle est directe, il n'y a pas 36 000 routes. Donc, je pense que le plus difficile, c'est vraiment de rebrousser chemin, de revenir vers l'origine du départ de nos reportages et de refaire le film. C'est très difficile. C'est très difficile aussi de venir écrire le reportage. Alors, vous allez dire, mais comment faire pour écrire un reportage où il y a il y a des traumatismes. On va emprunter un chemin voilà, difficile. Moi, ce que je faisais, mon astuce, c'était d'enregistrer les bruits de la gare, des sons, du marché quand j'étais au Mali. Je revenais avec des bruits positifs pour pouvoir écrire. Ça m'aidait à me mettre tout de suite dans le bain, dans l'ambiance du pays et ça m'aidait à me calmer, bizarrement. Après, chacun son délire, bien sûr. Vous avez tout de suite parlé du soutien dont vous avez pu bénéficier auprès de votre rédaction. Un confrère pose la question de savoir qu'en est-il du journaliste freelance qui n'a pas de soutien de la part de sa rédaction? Alors oui, très bonne question parce que je me suis toujours estimée freelance même si je travaillais dans une rédaction. Je n'ai jamais été soutenue réellement. J'ai fait mon travail, pour eux j'ai fait mon travail. Il n'y a pas eu un soutien réel. Au contraire, il y a eu beaucoup de choses négatives. Par contre, on apprend à trouver le moyen d'écrire et de collaborer. C'est ça qui est intéressant. Alors, pas pour moi parce que je n'ai pas eu cette chance de pouvoir collaborer avec des médias qui m'ont sollicité à l'époque, mais c'est de trouver le moyen de proposer ces sujets. Je vous ai dit une fois lors de la dernière formation qu'il faut absolument se coacher sur les réseaux sociaux. Je vous ai dit que c'était un moyen très important pour pouvoir vendre ses papiers. C'est très important de vendre ses propres thématiques, ses experts. On n'est pas là pour rapporter de l'analyse en tant que journaliste, voilà, on n'est pas des politologues, sauf pour certains qui ont suivi cette formation. On est des journalistes, donc on essaye de vraiment rapporter les analyses des experts
Et ça va vous aider énormément à mettre, alors vous allez passer d'articles où vous allez commenter vous-même à mettre des experts et d'un coup, vous allez voir que votre article va passer d'un niveau à un autre, un niveau supérieur. D'ailleurs, il va être diffusé chez cette personne qui elle-même a des contacts intéressants qui vont vous solliciter pour pas mal de sujets et pas mal d'opportunités. Maintenant, pour le freelancer, il s'agit de chercher des financements pour des reportages. C'est là où se pose toute la question. Il y a du financement, bien sûr. Il faut aller le chercher. Il ne faut pas chercher des financements en langue française. Il faut chercher dans plusieurs langues, différentes langues, où on est vraiment dans les conditions, on rentre en tant que journaliste africain dans les conditions de l'âge, de l'expérience, de l'orientation. Avant de choisir cette orientation, il faut se préparer et se former. Se former, c'est très important. Comment se former et où se former? Très bien. Où se former? Alors, il y a énormément d'instituts de recherche aujourd'hui qui forment les journalistes. Alors, très simplement, on ne parle pas tout de suite des instituts de recherche. On va parler des armées locales. Donc, chaque pays a une armée. Vous pouvez solliciter d'être embarqué avec l'armée pour faire un reportage. Faire un reportage pour voir comment ils vivent, comment ils s'en sortent. Ils ne vont pas ils vont pas vous embarquer dans des zones de conflit. Ils vont juste vous emmener faire des reportages, faire des simulations, voir la caserne, comment ils vivent. C'est important qu'un journaliste comprenne comment ça marche. C'est très important. Puis, vous avez la deuxième formation toute simple. Ça, c'est la première, la toute simple que vous pouvez faire, c'est les premiers soins chez des pompiers, la Société de la protection civile. Je pense aussi les organismes internationaux qui sont dans nos pays et certaines ONG offrent des formations toutes simples. Il faut essayer de les faire pour comprendre c'est quoi, comment, parce que ça peut vous arriver et ça peut vous sauver la vie et même sauver d'autres vies. Ça, c'est très important. Puis, on passe à une autre étape, c'est évidemment de participer aux centaines de webinaires qui existent sur le net. Faites un agenda, un carnet éditorial de toutes les formations auxquelles vous voudriez participer. Elles sont gratuites. Profitez. Tant que vous avez Internet, vous pouvez le faire, faites-le. Formez-vous la nuit si vous n'avez pas le temps en journée. Ensuite, on passe à un autre niveau. Ce sont évidemment les instituts de recherche. C'est-à-dire, quels sont ces instituts de recherche? Ils sont généralement spécialisés dans les conflits, dans la recherche de la paix, de la construction de la paix. Ils innovent, ils cherchent des contributions, des études sur tel pays. Les journalistes sont souvent sollicités comme étant des consultants. Il faut profiter de cette opportunité. Je vous assure que ça peut vraiment changer les choses pour les freelances. Une autre question d'un participant, comment trouver la bonne source en zone de conflit? Très difficile parce que dans une zone de conflit, il faut savoir que les groupes sont paniqués. On est là, on ne sait pas quel degré de conflit il existe, mais disons que là, on va parler d'une zone de conflit armée. Donc là, c'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure, il faut se préparer en amont, connaître qui est le général qui est présent, c'est qui le chargé de communication, ce qu'ils appellent ça encore chargé de communication, la personne qui va, un intermédiaire, il faut tout de suite avoir un intermédiaire au niveau de l'armée, au niveau de votre armée et de l'autre armée, c'est ça. C'est très important pour avoir justement des sources fiables. Parlez directement, même s'ils ne veulent pas vous parler au début, mais à force, vous allez avoir des liens avec eux et ils vont vous solliciter. Ne vous inquiétez pas. Ils ont besoin de nous. Voilà ce qu'il faut vous mettre en tête. Ils ont besoin qu'on informe les gens. Une autre question, peut-on couvrir un conflit à distance? Alors, si oui, comment donner de la crédibilité à ces articles? Excellente question. Vraiment, merci pour la personne qui a posé cette question. Alors, oui, on peut. Comme je l'ai dit, ça rejoint ce que je disais, ça rejoint la veille sur Twitter et les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'un conflit qui dure, généralement, ce sont des experts qui sont dessus, qui observent, décortiquent, analysent pour nous les conflits, qui rapportent tout le temps une nouvelle information. Ensuite, vous pouvez aller sur d'autres sites où il y a, par exemple, des rapports annuels
des rapports donc annuels, hebdomadaires parfois, où ils parlent donc d'une région précise avec beaucoup d'éléments, beaucoup de chiffres. Nous, les journalistes, on adore les chiffres pour faire des infographies, c'est parfait pour nous. Donc, toute cette information, on peut la remonter. Et là, vous êtes en train de... Moi, j'ai couvert le Mali aussi à distance. Je n'ai pas été tout le temps. Durant 7 ans, je faisais des allers-retours, mais j'ai continué à couvrir, à écrire sur le Mali jusqu'à présent. Pourquoi ? Parce que c'est mon dossier. J'estime que c'est un dossier sur lequel j'ai la responsabilité de continuer de travailler à apporter cette information pour notre lectorat et le lectorat qui me suit maintenant depuis des années. Et surtout, essayer d'identifier ces experts, ces institutions sérieuses qui savent de quoi elles parlent. Et pour vous, journalistes, vous allez avoir cette crédibilité à travers les gens qui vont parler, que vous allez faire parler dans vos papiers, dans vos interviews. Alors, dans les interviews, attention, c'est très important de ne pas dire aux gens, à des politologues ou à des économistes ou à des sociologues donc d'un pays qui sont des questions donc de base, j'ai pas envie de dire des questions simplistes. Il faut vraiment préciser, travailler avec votre rédacteur. N'ayez pas honte, même si on ne peut pas écrire sur tous les sujets, on ne peut pas, c'est impossible. Essayez de travailler avec un collègue, essayez de voir comment, par exemple, les anglo-saxons posent des questions. Ils sont très sur la défensive, mais en même temps, ils touchent aux points sensibles. Voilà, il faut avoir un style dans les interviews, il faut aller chercher ces mots, il faut aller faire bouger les gens et les faire sortir de leur zone de confort parce que c'est eux qui ont l'information et elle va sortir, elle va venir. Il suffit juste de leur poser les bonnes questions. Madame Ayed, quand on parle de zones de conflit, on parle de zones dangereuses aussi, de zones sensibles ou d'environnements hostiles. Est-ce que le journaliste qui part en reportage dans une telle zone ne devrait pas aussi se préparer psychologiquement ou se poser la question, est-ce que je suis prêt pour y aller? Je pense que quand on est plus jeune, on ne se pose pas la question. Mais avec les années, on se pose un peu plus la question. On se dit, bien sûr, on pense à la protection, au résultat de ce reportage, quel est son impact. Donc, quand on est jeune, notre rédaction, elle nous envoie, on a un travail à faire précis, on doit le faire. On a quelque chose à démontrer. Avec les années, c'est bon, on a quand même, on devient feignant en quelque sorte, et on se dit, bon, ça va, moi, je ne vais pas aller faire ce genre de... Il y a des journalistes qui pensent comme ça, mais sachez que quand on est passionné par quelque chose, parce que ça nous apporte beaucoup au-delà de la satisfaction d'un article, mais c'est vraiment, vous êtes en train d'impacter des populations, d'écrire sur une population, donc, il faut faire hyper attention. C'est une responsabilité énormissime, surtout quand il s'agit de conflits entre pays. Et c'est gratifiant aussi, c'est vraiment de se dire qu'il faut aller vers une préparation, bien sûr. Il faut aller vers une préparation psychologique, être fort d'esprit, on va dire, en quelque sorte, et se préparer au pire. Je veux dire vraiment au pire. En se préparant au pire, à la limite, c'est quoi le pire? On va dire le pire, c'est de se blesser, pour pas dire autre chose. C'est de voir beaucoup de corps inanimés, c'est de voir des choses vraiment difficiles à voir, à concevoir même, surtout dans certains pays où c'est vraiment très dangereux. Une question de la journaliste Ruth. Bonjour Madame Faten. Comment réaliser un reportage dans une zone de conflit lorsque plusieurs journalistes ont été réduits au silence mort en essayant de travailler sur le dossier? Comment s'y prendre si on n'a pas d'appui? Alors, dans ce cas-là, c'est très simple. S'il y a vraiment un danger, et là, on a vraiment la preuve, et c'est vérifiable, là, c'est dangereux, il ne faut pas aller vers ça. Bien sûr que non. Alors, on peut faire un truc très intéressant, c'est de rapporter toutes ces informations, de les remonter à des instances internationales qui, elles, peuvent justement envoyer ça à d'autres journalistes, voisins peut-être, pour pouvoir travailler en collaboration avec d'autres pays pour que ces journalistes un jour puissent au moins retrouver justice, pour se rendre justice, pour que les choses s'améliorent dans ce genre de conflit. Je vous ai déjà dit il y a 2 semaines qu'il ne faut pas se sentir comme étant un super-héros. Il ne faut pas aller à l'encontre de notre nature. On ne se met pas en danger.
Oui, le conflit, c'est un secteur, c'est un milieu dangereux, extrêmement dangereux, surtout pour nous les femmes journalistes. Et je vous le dis et vous le répète, s'il y a un danger, n'y allez pas. Refusez, dites non, pas tout de suite. Si vous n'avez pas les garanties d'au moins 5 personnes, 5 sources, c'est même pas la peine. N'y allez pas. Je vous le dis ici, je vous le dirai tout le temps. Par contre, vous pouvez envoyer cette information, essayer de faire diffuser toute cette information pour vos collègues, vos confrères. Eux, ils peuvent pour alerter ne le faites pas sur les réseaux sociaux, mais envoyez ces informations, passez sur Signal uniquement, ne communiquez ni sur WhatsApp, ni Facebook, ni Twitter. Utilisez Signal, pour le moment, il reste potable, avec le maximum d'informations sans donner trop d'indications géolocalisation, d'accord, moins de noms, et laissez vos journalistes, confrères et consoeurs voisins des pays voisins qui s'intéressent à la question de leur envoyer, de les solliciter. Voilà. Kwaku voudrait savoir si vous avez été source de reproches en reportage par une amie loyaliste. Par qui? Par une armée loyaliste. La question est posée dans la boîte de discussion. Ah, je pense, mais j'étais pas au courant. J'ai eu le temps de déguerpir, en fait. Quelle est l'anecdote en fait que vous retenez de toutes ces expériences en fait sur le terrain lors de vos reportages en zone Il de y en a beaucoup. Il y en a énormément, mais je pourrais pas dire. Elles sont tellement nombreuses. Pour moi, certaines sont importantes, d'autres pour moi, elles sont insignifiantes. Si je les raconte, et pour d'autres personnes, ça va solliciter de l'intérêt. Donc, tout dépend de la vision qu'on peut avoir. Moi, ce métier, ce qui m'a appris, et ce terrain, ce qui m'a appris, c'est surtout de me dire quel journaliste vraiment n'a pas de pouvoir. On n'arrête pas de nous dire oui, le journaliste a un pouvoir. Le journaliste a le pouvoir et peut avoir le pouvoir quand il sollicite les bonnes personnes, quand il se prépare, quand il fait attention à sa propre personne, à sa famille, son entourage. Ça, c'est important. Là, oui, on peut commencer à parler de journalisme. On est vraiment en train de pratiquer un véritable journalisme. Le tout-terrain, le journaliste bulldozer, et ça ne paye pas de mine, ça n'ira pas très loin. Surtout le journaliste bulldozer, où il y a deux ethnies qui se confrontent sur des points religieux et il se passe beaucoup de choses, il va les couvrir. On ne peut pas couvrir. Donc, il faut laisser les gens se calmer, se poser. Il faut laisser passer les intermédiaires de l'État, laisser parler. Ensuite, le journaliste peut passer avec sa caméra et tout ça. On va rien arranger si on diffuse un reportage à la radio. On va plus faire de mal que de bien parce que la rédaction va prendre parti. Travaillant dans une zone d'insécurité, parfois les autorités gouvernementales ne veulent absolument pas se prononcer sur des questions sécuritaires. Comment alors les faire parler? Les forcer. Alors comment? D'abord, comme je l'ai fait avec notre propre armée en Algérie, c'était de jouer la diplomatie. Donc, au début, prendre contact avec eux. Ils ne parlent pas. Ils ne voudront jamais parler. Donc, comment faire? Passer par d'autres personnes, d'autres individus qui pourraient nous, en tant que journalistes, on peut les trouver, qui peuvent nous rapprocher, nous présenter un intermédiaire, des intermédiaires. Je vais vous donner un exemple très simple, je n'ai pas peur de le dire. Ce sont les instituts de recherche de vos pays. Ils sont tous en connexion avec les armées, avec les autorités. Allez-y, voir ces institutions de recherche qui sont spécialisées dans la géostratégie, d'accord, qui sont spécialisées dans les questions internationales, l'école de journalisme, les gens qui s'occupent de tout ce qui est thématique, donc géostratégique, conflit, et vous allez voir qu'ils ont tous, sans aucun doute, des connaissances avec l'armée, parce que l'armée en a besoin. L'armée, les renseignements, les services de renseignement ont besoin de ces gens-là pour leur expertise, pour les ateliers, pour les formations. Et vous pouvez continuer à bombarder, entre parenthèses, le service de communication. Faites-le de la manière la plus classique et puis la moins conventionnelle. Testez, essayez, vous verrez.
J'ai une question assez personnelle, Madame Ayen, c'est de savoir quelle est la mission d'un journaliste en zone de conflit. Est-ce que cette mission va au-delà du rapportage de l'information? Est-ce que le journaliste a, par exemple, une mission cachée de résoudre en fait le conflit? Très bonne question, Monsieur Balao. Alors oui, effectivement. Euh, je peux prendre l'exemple d'un reportage que j'ai réalisé au Liban où vraiment il n'y avait pas deux forces qui s'opposaient, mais peut-être cinq ou six à la fois. C'était vraiment la base était donc c'était les débuts de la guerre en Syrie, le conflit syrien se déversait au nord du Liban. Et là, je ne savais pas quoi faire. Sincèrement, je ne savais pas comment traiter la question parce que j'avais plusieurs protagonistes qui disaient tout et n'importe quoi et je ne savais pas comment écrire mon reportage, par où le commencer. Donc là, on peut jouer, et je l'ai fait vraiment instinctivement sur une autre corde. C'est comment créer, je pense que j'ai été inspirée par des institutions de recherche, comment créer un dialogue interreligieux. Donc j'ai été voir le grand Moufti de Tripoli à l'époque. Donc Moufti, c'est l'équivalent, je pense, d'un pas d'anime, non, il est plus qu'un imam, je pense. En tout cas, c'est une autorité religieuse. D'accord? Donc, j'ai été voir plusieurs groupes pour leur parler, disant voilà, je vais écrire un article, mais il sera différent cette fois. Vous, en tant que groupe, donc une autorité, vous êtes dans une ville, vous êtes peut-être six ou sept, chacun essaie de tirer la couverture vers lui. Qu'est-ce que vous avez envie de faire pour votre ville, pour votre pays, parce qu'ils sont très communauté avant le pays. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire pour justement la paix? Donc, ils me disaient, ils n'arrêtaient pas de voilà, d'énumérer oui, moi je veux faire ça, on veut ça, des revendications, mais j'ai tout écrit, j'ai mis ça dans le journal. Et je l'ai laissé chacun regarder l'autre, parce que c'était en français, donc j'ai fait une traduction vers l'arabe, j'ai envoyé cette version, et chacun pouvait lire ce que l'autre voulait au-delà. Pourquoi? Parce que c'était les leaders. Ce n'étaient pas des chargés de communication, c'était des leaders. Chacun parlait de son pays, de sa communauté à travers sa bouche. Fête n'existe plus. Moi, je n'étais plus présente. Il y avait que, bon, j'ai eu peut-être un petit peu la chance d'avoir pensé à ça, je ne sais pas, mais il y a d'autres façons de le faire, d'éditer. C'est pour ça que le journaliste, sa force, c'est sa force d'édition, c'est sa force de proposition. Plus on propose des sujets, c'est-à-dire avec un contenu fort, et mieux le journaliste, j'ai envie de dire, son travail et mieux son travail se portera. Si on pouvait juste montrer peut-être des exemples où on peut traiter, par exemple, de conflits armés à travers une BD. Vous allez voir le caricaturiste du journal, vous lui demandez, ou les étudiants des beaux-arts, vous leur demandez une BD sur un conflit. Vous ne racontez pas le conflit, votre reportage ne sera pas comme ça. Ça sera une BD où justement c'est le BDiste qui va créer les personnages, qui va créer l'ambiance, et vous allez faire les dialogues, c'est très amusant, c'est très gratifiant, et ça va vous sortir du reportage. Et ça reste un reportage. Super. Une question de Madame Paris Bourata. Techniquement, les moyens logistiques sont indispensables. Comment peut-on faire face aux aléas du métier en couvrant les guerres, notamment les coupures d'électricité, Internet, pour mieux produire et envoyer sa matière? C'est terrible, c'est vraiment la chose la plus difficile quand on est sur le terrain et quand on a envie d'envoyer sa matière. Alors, je vais vous raconter, on peut diffuser peut-être deux photos par rapport à ce que j'avais envoyé. Alors, j'étais au Mali, donc à Kidal exactement, et je n'avais aucun moyen d'envoyer des photos d'un attentat qui venait de se produire devant la maison d'un leader djihadiste à l'époque, en 2013. Et ce qui s'est passé, c'est que voilà, j'ai payé 100 euros pour un litre d'essence et franchement, j'ai gâché cet argent. J'aurais dû le donner à la population qui n'avait ni à manger ni à boire. J'ai utilisé cette essence pour redémarrer donc le générateur pour avoir de l'électricité et Internet et pouvoir parler au pays et à mon rédacteur en chef. C'était à peine 5 minutes. J'ai grillé 100 euros en 5 minutes pour juste envoyer des photos et dire ce qui se passe. Franchement, je vais vous dire un truc, il ne faut pas faire ce genre de choses. Au contraire, il faut patienter, attendre. J'avais rebroussé chemin en 3-4 jours, j'avais des difficultés à trouver de la nourriture, j'étais déshydratée, j'avais perdu beaucoup de poids.
J'avais des cloques partout parce que bon, c'est à cause du climat. Et j'ai dû m'arrêter donc à 400 kilomètres de Bamako pour m'asseoir et écrire mon reportage. Je pense que j'ai passé peut-être 6 heures, 5 heures à l'écrire parce que voilà, on n'avait pas le choix. Il faut aller avec de l'argent, ça c'est certain. Mais il faut, quand moi je venais d'Algérie, je ne pouvais pas prendre avec moi 2 000, 3 000 euros. C'est quasiment impossible. D'abord, je ne savais pas que j'allais rester toute cette période. Et surtout, on est une cible. D'abord, on est une femme, puis on est une cible potentielle quand on a de l'argent. Donc moi, je leur disais, mais je n'ai pas d'argent. Vous voulez voir mon argent? Voilà ce que j'ai. J'ai 300, 400 euros. J'ai laissé le reste à Bamako, évidemment. Puis on m'a envoyé, on m'a fait un Western Union à l'époque, une consoeur l'a fait pour moi, c'est tout. Mais sinon, il faut se dire, il faut partir avec peu de moyens et se dire qu'il est possible qu'on n'envoie pas son reportage à temps. Il ne faut pas rêver. C'est vraiment, on est en Afrique, il y a peu de moyens. Ils sont mis à notre disposition. Il ne faut pas culpabiliser si on ne peut pas envoyer. D'où l'importance d'avoir des contacts, des fixeurs, puisque vous êtes sur le terrain, de cumuler un maximum, on est des femmes, donc on peut aller voir les femmes, de cumuler un maximum de contacts, de rester, voilà, d'actualiser au fur et à mesure le report. Si par exemple des autorités repassent par là et que quelque chose se passe, eh ben, ils vont vous appeler, ils vont dire ils ont dit ça. Là, votre reportage, vous allez l'actualiser avec cette information, tout simplement. Est-il préférable, avant de se déplacer en zone de conflit, de ne pas activer sa position sur son smartphone? Je pense que cette question a déjà été répondue. Oui. Non? Voilà. Ne pas seulement éviter d'activer sa position, mais aussi ne pas partager des informations sensibles sur les réseaux sociaux. C'est toute l'année, il faut Faire, partager voilà. ça. Même pour votre femme ou votre mari, attention. Il faut pas activer cette option. À vie. Est-ce qu'il faut, dans son reportage, éviter de désigner le conflit en citant des personnes qui sont impliquées? Je n'ai pas compris cette question. Les Je crois identifier. avoir, voilà, je crois avoir lu dans un document, on a écrit ceci, éviter de définir le conflit en citant toujours les leaders et leurs revendications. Est-ce que c'est un avis que vous partagez? Oui, ben, bien sûr, parce que là, sinon, on va prendre parti. D'accord? Là, c'est clair qu'on va prendre parti, parce que si on leur donne la parole et qu'on les laisse. Dans le manuel, en fait, on encourageait à donner la parole aux gens ordinaires, aux populations, plutôt que de se concentrer, se focaliser uniquement sur les leaders, en fait, qui sont à la tête ou qui dirigent, en fait, le conflit. Pour nous, journalistes, il est important de se rapprocher de ces leaders. C'est très important parce qu'ils sont souvent entourés d'autres personnes intéressantes qui peuvent donner leurs avis. Donc, essayez d'avoir des dimensions dans les interviews. Les leaders, parlez à tout le monde, les leaders, la population, les gens qui sont pour, les gens qui sont contre. Mais attention, protection des sources oblige. Protégez vos témoins. Je ne sais pas si vous avez vu il y a quelque temps un témoin malien qui passait dans un documentaire sur une chaîne étrangère, française, je pense, ou je ne sais plus quelle chaîne. Il a été exécuté parce voilà, le conflit. Et il ne faut pas se dire que certaines zones de conflit se sont calmées, ça veut dire qu'il n'y a pas de représailles. Si, il y a des règlements de compte. Du coup, protégez vos sources, protégez votre fixeur. Pas la peine de le harceler au téléphone. Essayez d'utiliser des codes faciles. Utilisez n'importe quel code, des chiffres. Le A, c'est un 6, le 5, le 5, c'est un B, et j'en passe. Créez un code, des phrases courtes juste pour vous. C'est tout. Moi, il m'est arrivé une fois d'écrire, à chaque fois que j'écris 911, c'est bon, on ne me dérangeait plus. Parce que voilà, 911, vous connaissez, donc je ne veux pas être dérangée pour certaines personnes qui me connaissaient. Est-ce qu'il y a aussi des conseils pour le mode vestimentaire? Est-ce une manière de s'habiller pour aller en reportage en zone de conflit? Absolument, c'est très important. Alors, surtout pour les femmes, il faut toujours être dans des vêtements amples. Généralement, les zones de conflit, c'est très salissant. Donc, j'ai toujours préconisé de porter des sortes de protection avant de porter des, euh, des boubous, par exemple, en lin.
Moi, je mettais le voile carrément parce qu'il y avait des islamistes, des groupuscules djihadistes. Je ne savais pas quelle tendance, donc généralement, je mettais le voile. Ça ne me dérangeait absolument pas. Il y avait certains journalistes occidentaux qui trouvaient ça, c'était de la soumission ou je ne sais pas quoi. Bon, pour moi, le voile, c'est plus traditionnel, religieux. Ça m'apporte peu tant que je ne... Parce qu'il ne faut pas aller provoquer des gens non plus, sinon ils ne vont pas vous parler. Il ne faut jamais, pour une femme journaliste, parler directement aux gens. Il faut toujours passer par un intermédiaire. N'essayez pas de, ah tiens, je vais aller lui parler. Jamais, ça ne se passe pas comme ça. Il faut toujours laisser. Ne vous sentez pas. Bon, généralement, en zone de conflit, vous avez affaire à des rustres, à des gens misogynes qui ne comprennent pas les bonnes manières. Ils n'ont pas le temps d'apprendre les bonnes manières. Donc, en face à une journaliste, il va y avoir des actes vraiment ridicules. Alors, essayez juste de penser à votre protection. N'essayez pas d'agir comme une lionne. Non, je vais me venger, il va voir. Non, non, non. Ça ne marche absolument pas. Soyez dans des tenues amples, pas colorées, pas maquillées. Il faut bien le préciser. Il y a des journalistes qui viennent maquiller, qui parlent à des groupuscules djihadistes. Qu'est-ce qui ne va pas? Donc, essayez d'être sobre, d'être vraiment de fond dans le décor. C'est pour vous, c'est pour votre sécurité. Est-ce qu'on peut se rendre dans une zone de conflit avec sa carte de presse ou tout autre document qui nous identifions comme journalistes? Une question de Roland. Très bonne question, Roland. J'adore cette question parce que effectivement, je me suis toujours posé cette question. Dès le départ, quand j'ai commencé à aller sur le terrain, on m'a dit évite de montrer ta carte de presse. Mais cette carte de presse, finalement, elle m'a sauvé la vie. Pourquoi? Parce que les gens, voilà, on est dans une région où il n'y a pas Internet, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, et ça fait des heures qu'on est dans le désert, eh bien, ils veulent savoir qui vous êtes. Alors moi, j'ai été encore plus loin. J'ai imprimé mon compte Facebook, donc le haut du compte Facebook, le compte Twitter et quelques personnes, quelques followers, des rebelles en fait qui me suivaient pour dire ah vous voyez il y a même vos followers, il y a même vos rebelles qui me suivent. Bah, c'était la seule référence que j'avais et même leur chargé de communication. Donc c'était une manière de leur dire je suis vraiment journaliste. Ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas Internet. Si on leur dit, moi on me disait vous êtes d'Al Jazeera, on m'avait kidnappé pendant 1 heure pour m'interroger en me disant « Mais vous êtes d'Al Jazeera ?» Je dis « Non, je suis algérienne. Je ne suis pas journaliste d'Al Jazeera. Je travaille pour le journal El Watan, le quotidien francophone. » Il disait « Non, 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 vous êtes Al Jazeera. Al Jazeera ?» Ok, je me suis tue jusqu'à ce que, voilà, ils puissent vérifier. Ils ont passé 1 heure et demie à vérifier, donc je peux vous dire que ça a été super long. Mais ils ont fait ça pour m'intimider. Moi, je suis pour prendre mes papiers, tout avec moi, pas le double, bien sûr, il ne faut pas prendre son passeport non plus, mais essayer vraiment tout dépend à qui montrer bien sûr, tout dépend le contexte. Moi, je vous parle là d'être arrivé dans une région qui était prise par des rebelles. Ces rebelles étaient anti-autorité malienne, donc forcément, il fallait rentrer dans cette ville. Donc, j'ai dû m'appliquer à leurs règles. Je n'avais pas autre chose, je n'avais pas d'autre choix. Et je vous le dis et vous le conseille à tous, il ne faut pas jouer au super-héros. Restez calme, serein. C'est ça le plus important. C'est très difficile de rester calme et serein, mais à force de le faire dans des reportages locaux, au niveau local, au niveau de son propre pays, ben on apprend. Quand on va en reportage, on a des gens qui sont peut-être moins violents, moins agressifs parfois. Voilà. S'entraîner, quoi. Une question posée sur Facebook. Quels sont les pièges à éviter lorsqu'on est invité par un gouvernement légitime ou par une rébellion dans une zone de conflit? Il y a toujours des pièges. Chaque invitation, il faut toujours essayer d'être parano. Est-ce qu'il faut les accepter, ces invitations, ils s'y rendent? Oui, oui, il faut accepter parce que, bon, il faut être paranoïa. Parfois, c'est risqué. C'est super risqué. Mais c'est pour ça que je disais, il faut rester toujours, en tant que journaliste, rester sur cette paranoïa. C'est bien, parfois, cette paranoïa peut nous aider à y voir clair. Qu'est-ce qu'ils veulent? Pourquoi? Pourquoi nous, à ce moment précis? D'accord? Donc, maintenant que des groupuscules. Je ne vous interromps pas, Madame Ayed, mais qu'est-ce qu'ils veulent? C'est une question qu'on peut leur poser à l'avance et essayer d'identifier leur intention avant de s'y rendre ou... Oui, oui, bien sûr, on peut. Généralement, ils sont loquaces, hein, il n'y a pas de problème parce qu'ils veulent quelque chose. Ils veulent quoi? Ben, ils veulent diffuser une information, c'est tout. Ils veulent créer un lien avec un journaliste. Ils choisissent.
Sachez, très important, s'ils choisissent un journaliste, c'est pour diffuser leurs informations, c'est tout. Alors, soyez intelligents. Quand vous allez traiter de cette information, parce que vous voulez les gagner, comment faire? Parce que la rédaction, mon chef va dire, attends, mais ça va pas, non? On va pas, il va dire ça, comment vous pouvez, c'est sa déclaration. Oui, d'accord, c'est sa déclaration. Et vous, au même moment, vous allez appeler les autorités pour dire, il a dit ça. Donc, ils vont commenter. Alors, comment équilibrer les choses? Introduisez un expert ou deux pour justement analyser la situation. Ils ont dit ça, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que dans ce contexte anticipé, c'est l'expert qui va vous dire, expert donc en géostratégie, un politologue très connu. Faites parler les politologues africains, sollicitez les universitaires. C'est une mine d'or pour notre lectorat. C'est eux qui nous aident à comprendre les conflits. Ce n'est pas nous, c'est vraiment eux qui font ce travail. Nous, on rapporte cette information, leur travail d'universitaire. Ils connaissent très bien les conflits, ils connaissent très bien les protagonistes. Vous allez voir que votre travail aura plus de valeur. Encore une question, Madame Ayed. Est-ce qu'il faut, pour les équipements, qu'est-ce que vous conseillez? Est-ce qu'il faut toujours avoir peut-être une caméra cachée ou des trucs comme ça pour aller sur le terrain? Franchement, c'est une bonne option. Hier soir, j'y pensais d'ailleurs pour vous en parler parce qu'il y a quand même des sites très intéressants qui vendent ce genre de matériel. Il ne faut pas miser sur un matériel très cher. Il faut miser sur le bas de gamme qui peut vous servir pour une journée, une semaine. Vous savez, il y a un site chinois très connu qui vous offre cette possibilité. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, je pourrais le dire tout à l'heure, mais sachez que c'est un site qui vous offre un matériel très large, très sophistiqué, et vous pouvez choisir selon le vendeur. Donc, il y a une note et vous pouvez choisir votre matériel. Partir avec un matériel à 50 000 $, je ne pense pas qu'on puisse avoir les moyens. Je pense que c'est le salaire de toute une année, de toute une entreprise. Donc, je ne pense pas qu'on a les moyens pour ça, ni nous journalistes, ni nos médias respectifs. Est-ce qu'il y a des précautions aussi à prendre dans le rendu de son reportage après avoir effectué son travail sur le terrain? Est-ce qu'il y a des mots qu'il faut proscrire, des mots qu'il ne faut pas utiliser, par conflit, tragédie? Est-ce qu'il y a des précautions dans ce sens? Oui, bien sûr, mais ça va vraiment dépendre de la rédaction. Ceci dit, si c'est des groupuscules djihadistes, il ne faut pas dire des militants. Ce pas des militants. On n'est pas vraiment à ce stade de militants. Là, on parle de terrorisme. Il faut appeler un chat un chat. C'est un terroriste, c'est le droit international qui a décidé ainsi. Moi, je pense qu'il faut toujours se référer au droit international qui est plus ou moins juste, qui est plus ou moins vrai, surtout quand il s'agit de ce genre de... Vous savez, aujourd'hui en Afrique, les conflits, c'est des groupes qui s'attaquent à la population. Donc, on ne va pas dire que ce sont des militants. Leurs revendications sont absurdes. Donc, ils attaquent la population, ils attaquent les autorités. Il faut appeler un chat, il ne faut pas avoir peur des mots. Par contre, encore une fois, il faut se référer à la charte du journal, en parler avec son rédacteur en chef, le directeur de publication, avant de titrer, avant de sortir ça en une. Il n'est pas rare de voir des journalistes pris pour cible lors des reportages en zone de conflit. Et ma question, c'est de savoir si jamais il advenait qu'un journaliste soit embarqué, quelles sont les attitudes ou les bons réflexes à adopter dans ce cas? Alors, encore une nouvelle et bonne question par mes confrères. Alors, il y a une journaliste, il faut absolument connaître cette femme. Vraiment, elle s'appelle Abir Saadi. C'est une journaliste égyptienne qui a vraiment une carrière extraordinaire. Vous allez sur Google, vous allez taper Abir Saadi, vous allez voir son parcours qui est phénoménal, qui a écrit un safety handbook, un livre pour la protection des journalistes et un autre pour la protection des journalistes femmes. Donc, elle va vraiment dans les détails et à chaque fois, elle explique. Moi, je me réfère beaucoup à ses recherches parce qu'elle est aussi formatrice et chercheur. Et c'est très intéressant parce qu'elle arrive à optimiser en fait toutes ces règles de protection dans le moindre petit détail. Donc, est-ce que vous pouvez me rappeler juste la question parce que je suis partie sur un autre truc.
Oui, la question, c'est de savoir quelles sont les attitudes à adopter, les Voilà, réflexes du cas, voilà. c'est ça. Donc, Elle, cette journaliste, donc, elle s'est vraiment intéressée à la psychologie du journaliste. Quand il est en zone de conflit, qu'est-ce qu'il doit faire? Comment faire? Quand on est kidnappé, quand on a... merci beaucoup. Donc, quand on a des gens, voilà, super violents en face de nous, on parle de kidnapping. On va paniquer, faut pas le nier. On ne peut pas ne pas paniquer. Il y a des gens qui vont pleurer, il y a des gens qui vont hurler, il y a des gens qui vont. Mais à un moment donné, il faut toujours rester froid, de marbre face à ça. Parce que le pire, si le pire doit arriver, autant mourir dignement. Je ne blague pas. c'est pas facile. Oui, mais autant mourir dignement, parce que ces gens-là sont contre la démocratie, ils sont contre nos peuples, ils ont semé la haine, ils ont semé la haine, ils ont dévasté notre continent. Alors, restons de marbre. Ensuite, quand on passe à cette étape, il faut se dire qu'on doit pouvoir négocier quelque chose. Qu'est-ce qu'ils me veulent? Pourquoi ils me kidnappent? Généralement, ils tuent les journalistes, ils ne kidnappent pas. Donc, là, c'est rassurant. Là, on passe d'un état psychologique à un autre état psychologique. Là, on passe à, il y a un moyen, il y a une ouverture. On peut peut-être négocier, parler. Il faut demander à parler. Donc, au leader, on commence par ça. Je veux parler au leader, j'ai des choses à lui demander, je veux des renseignements. Pourquoi moi? Essayer de toujours rapporter donc la situation au leader du groupe qui nous a kidnappés. Ça, c'est dans le cas où vraiment il y a un kidnapping. Après, vous allez voir, exactement, après, vous allez voir qu'il y a des attitudes à avoir, à ne pas avoir, c'est attaquer. Il ne faut pas attaquer les gens. Ils sont armés jusqu'aux dents, ils ont des gens derrière, devant, c'est impossible, surtout si on est encerclé. Il faut rester calme, il faut rester prudent à ce qu'on va dire, il ne faut pas les insulter. Par exemple, si ce sont des islamistes, comment faire en tant que musulmane? Moi, en tant que femme, par exemple, je vais choisir là, ce qu'avait fait Abir Sadi, justement. S'il s'agit d'un kidnapping ou il y a un kidnapping de musulmans, ben, je ne vais pas parler parce que je sais que la voix de la femme est prohibée en islam. Si vous, en tant que journaliste, aujourd'hui, vous allez sortir de cette formation, vous allez essayer de comprendre les conflits en Afrique, de comprendre qui sont ces groupes, comment ils fonctionnent, vous allez savoir un jour s'ils vous kidnappent, et j'espère que ce n'est pas vrai, c'est juste une simulation, vous allez savoir comment réagir avec Boko Haram. Ben oui, il faut comprendre ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils vénèrent, comment ils réagissent face à une femme non voilée qui ne connaît pas le Coran. Comment vont-ils réagir face à une femme qui connaît le Coran? Donc, connaître ces petits trucs vont faire changer les choses pour vous. C'est pour ça que je vous ai dit ne pas prendre parti, ne jamais prendre parti, mais connaître à fond. Les connaître plus que leur personne. Les décortiquer à fond. Il y a des spécialistes, des analystes sur Twitter qui vous font des analyses sur ces groupes. C'est extraordinaire. Il suffit juste de les suivre, de faire votre veille, de continuer à faire de la veille. Vous savez qu'on n'a pas le choix. On va travailler uniquement sur des zones de conflit. On est amené à faire ça. On est en train de parler de changement climatique. Vous pensez que les changements climatiques ne vont pas apporter de nouveaux conflits en Afrique? On va droit devant d'autres conflits. Il faut se rendre à l'évidence. Traiter ces sujets maintenant, apprendre comment les traiter, quels sont les outils technologiques qui peuvent nous aider, c'est comment organiser son Twitter, communiquer sur les réseaux sociaux, se prémunir des dangers, ça va vous aider pour plus tard. Ça va vous aider dans votre reportage. Vous allez dans un village et le lendemain, il y a une tempête et voilà, il y a un conflit extraordinaire parce que voilà, il y a un terrain et voilà, vous êtes sur place. Ça vous fait un conflit, ça. Comment le traiter? Vous allez me dire. Comment bien choisir aussi son chauffeur? Certains préconisent de ne pas se fier au chauffeur et même lorsqu'on est dans la voiture avec le chauffeur dans le taxi, d'allumer son GPS pour être sûr en fait que le chauffeur vous amène dans la bonne destination. Comment préparer en fait cette étape-là? Moi, je recommande d'utiliser un autre matériel plus discret que le téléphone parce qu'il peut être éteint, brouillé. Il y a un matériel assez sympa, ce sont des autocollants de GPS qu'on colle partout, c'est comme des antivols, enfin c'est pour les voitures, mais on peut les utiliser pour les êtres humains et pouvoir les utiliser. Donc ça dépend, l'appareil, on peut le mettre
partout, il est voilà, facile d'utilisation quand on est sur le terrain. Après, évidemment, le module qui sert donc pour nous suivre peut être dans la rédaction, peut être avec nos partenaires qui nous suivent pour ça. Maintenant, les taxis, évidemment, même le taxi, si vous allez du marché à votre maison, vous ne parlez pas au taxi, vous êtes journaliste. Ne donnez pas trop de, n'essayez pas de, ah, moi je suis journaliste à tel quotidien. Ne parlez pas de votre vie privée. Ne diffusez pas les écoles de vos enfants. Ne publiez pas les photos de vos enfants. Ça ne va rien leur apporter. Vous savez que plus vous publiez les photos, les vidéos de vos enfants, ils vont vous en vouloir. Ils vont vous dire, mais maman, pourquoi tu as publié ma photo? J'ai pas envie que les gens me voient avec mon boubou à 7 ans ou la circoncision à 13 ans ou j'en passe. Ne publiez rien, ne donnez rien aux gens. Ils n'ont pas besoin de savoir où vous êtes, ce que vous faites. N'informez pas. Faites des conférences ou des formations, it's OK. Ensuite, vous allez publier par la suite, il n'y a pas de problème. Protégez votre famille parce que ni votre journal, ni votre gouvernement, ni les associations, ni les militants ne viendront vous aider, croyez-moi. Comment peut-on rester neutre et objectif durant tout son séjour en zone de guerre et post-couverture, du moins durant l'écriture de son reportage? Parce que malheureusement, on part avec des idées reçues et ça rejaillit parfois dans l'article. Alors, il suffit, encore une fois, de revenir vers la déontologie du métier. Dieu merci, nous avons une déontologie, d'être équilibré, de rapporter donc les avis des uns et des autres, rester dans l'analyse. Avant de partir en reportage, essayez d'identifier tous ces experts que vous allez contacter. Essayez de le faire avant de partir, ayant tous les téléphones, leurs téléphones, leurs emails, comme ça. Quand vous écrivez, vous allez leur parler, vous allez leur dire, il y a eu telle chose, et lui, il va pouvoir vous aider parce qu'il va émettre un avis. Ça va vous reconcentrer sur votre travail uniquement. Ne pas prendre parti, ça c'est très important. Vous ne pouvez pas prendre parti, surtout si vous n'êtes pas chez vous. Et même si vous êtes chez vous, forcez-vous à ne pas prendre parti. Restez neutre. Vous avez le devoir, la responsabilité même si ça ne vous plaît pas, même si vous n'aimez pas l'autre, vous êtes anti-chrétien, vous êtes anti-musulman, ce n'est pas votre problème. Vous êtes journaliste. Rapportez cette information. N'oubliez pas une chose très importante. Dans le conflit, il y a la paix, il y a la construction de la paix. Et c'est là où le journaliste peut jouer un rôle formidable. Un rôle vraiment peu connu, c'est-à-dire comment? Eh bien, tout simplement en essayant de réconcilier les gens, en essayant de les regrouper, de leur parler, à force d'écrire, d'être solidaire avec eux, même si ça va à l'encontre de votre conviction personnelle, hein, je veux dire, pas en tant que journaliste, mais peut-être que vous êtes musulman et lui, peut-être il est en train de vénérer des arbres. En quoi ça vous dérange? Essayez de lui parler, de comprendre. C'est un humain comme vous, donc vous allez tous les jours parler, discuter avec cette personne. La sagesse viendra parce que c'est une tradition. La diplomatie est une tradition africaine. La négociation est une tradition africaine. Avant la colonisation, avant les indépendances africaines, les Africains géraient les conflits à travers les deals, à travers la négociation. Bien sûr, à travers les armes aussi, mais je vous parle restons dans le positif, restons dans nos traditions qui sont profondément intelligentes. Donc, inspirez-vous de nos sociétés qui ont été conçues ainsi, de manière intelligente. Pour sa sécurité et celle de sa famille, le journaliste peut-il se présenter sous une fausse identité ou en prenant, par exemple, en adoptant un pseudonyme? C'est recommandé dans certains reportages, évidemment. C'est même conseillé. On peut le faire si on veut, si on sent qu'il y a un problème. On peut même tester, même si on n'a pas de problème, mais si on voit, par exemple, si on traite de sujets de minorité, notamment ceux qui ont des tendances sexuelles différentes, mais qu'on a envie de tester, mais que notre pays a des lois spécifiques. Alors, ici, on peut quand même utiliser un pseudonyme, voilà, juste pour tester, voir quel est le résultat, quel est l'impact, quel sera l'impact. Alors, pour mesurer, oui, on peut. Même pour plusieurs sujets, pas seulement uniquement dans ce cadre-là. Nous avons une autre question sur Facebook. Ne pensez-vous pas que le journaliste doit subir une formation de mise à niveau pour mieux connaître le milieu du conflit et les gens avec qui collaborer?
Absolument, c'est pour ça que nous sommes ici et ce n'est pas notre dernière fois, j'espère. Il faut se former, il y a tant de formations et allez-y sur la chaîne YouTube des Ginettes, il y a plein si vous remontez, on est à 84, 85 ou plus. 85e. Voilà, ça c'est en français, il y a d'autres langues si vous maîtrisez. Essayez de regarder, c'est extraordinaire. Déjà là, vous avez toute cette matière qui est gratuite. Donc, imaginez toutes les personnes qui sont en train de vous donner des outils, des sites d'information, des liens. Vous allez remonter tout ça et vous allez voir qu'il y a énormément de matière. Commencez justement par utiliser ce canal incroyable, riche d'informations et puis vous continuerez à vous former, bien sûr. On partagera tout le temps au niveau du groupe du forum toutes les opportunités et il y a le site qui est incroyable. Il y a toutes les opportunités actuelles. Cette question, je vous l'avais posée lors du webinaire sur les migrations. Je vous la pose encore. Comment convaincre sa rédaction d'aller, par exemple, couvrir un conflit armé ou un conflit aller couvrir, par exemple, une guerre si la rédaction n'est pas pour, mais que le journaliste sent en fait la nécessité d'aller faire son travail dans cette zone hostile? Décision très difficile à prendre, mais je pense que le journaliste peut la prendre tout seul. Je pense que je suis très claire. Il faut foncer. Il ne faut pas écouter ses rédactions, ses rédacteurs en chef. Si on a la matière, si on est préparé, si on peut avoir vraiment des gens sur place pour nous informer, pour nous aider à faire un travail d'exception, si on arrive à partager son reportage sur plusieurs éditions, faites-le. Si vous sentez que pour votre travail professionnel, pour votre professionnalisation, pour votre propre intérêt, non pas l'intérêt du journal, du média, mais vous le faites pour vous, allez-y. Comment trouver les moyens? Hygiénette. Autre question. Autre question, non, ce sera la dernière question pour vous, Madame Ayed. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Peut-être une question que nous avons manqué de vous poser. Moi, je pense que c'est important aussi de parler d'un sujet comme l'Ukraine aujourd'hui, même si on n'a pas évité, mais on a eu trop de questions. Parler de comment traiter l'Ukraine, je pense que ça peut vous faire un exercice pour les gens qui veulent travailler donc sur la rubrique internationale, de vous familiariser. Essayez par commencer justement par cette rubrique. D'ailleurs, mon confrère Farid Bouata a parlé de ça dans le chat. Essayez justement de traiter de l'information, de toutes ces informations, avant de passer directement au reportage de conflit, par vous spécialiser dans l'international. Vous devez traiter de toutes ces informations qui arrivent sur l'Ukraine et non pas écouter les radios qui prédominent en Afrique, qui sont là depuis des décennies et qui tournent en boucle et nous n'avons que leur information, que leur voix. Essayez de voir plus grand, plus large. Suivez les médias russes, suivez les médias ukrainiens, suivez les Européens. Ça a suscité tant de choses, tant d'émotions, tant de problématiques. Aujourd'hui, ils sont en train de réfléchir à de nouvelles perspectives sur la religion, sur le positionnement, sur le rapport entre Européens. C'est hyper intéressant. C'est très passionnant. C'est le moment rêvé pour les jeunes journalistes et même ceux qui sont comme moi un peu vieux, hein, de s'y mettre à fond. C'est idéal. Vous êtes au cœur de l'action. Une dernière question, malgré que c'est la femme de Fedi, mais avant, il y a le confrère Kenneth qui a partagé une petite anecdote. Dans notre pays, au Bénin, par exemple, un journaliste a été arrêté récemment dans le nord du pays, dans une zone où les djihadistes ont frappé. Sa rédaction s'est dessaisie en informant le procureur que le journaliste n'y était pas pour le compte de la rédaction. C'est très en fait. Bien sûr. C'est pour ça que je vous ai dit dès le début, et je l'ai dit aussi lorsqu'on a parlé des migrants et des réfugiés, attention, je vous ai dit, attention, pensez à votre sécurité. Ne vous mettez pas en danger, mais on l'a dit, M. Balaou, plusieurs fois sur la sécurité des journalistes, c'est la règle d'or. Il n'y a personne pour vous, à part vous-même. Sauf si c'est des grands médias qui ont 14 ou 15 avocats. Mais si malheur peut vous arriver, ça ne servira à rien du tout. On l'a vu dernièrement avec toutes les arrestations qu'il y a eu un peu partout en Afrique. Il suffit d'aller voir les chiffres. Vous aimez les chiffres. On aime les chiffres, nous, les journalistes. Allez-y voir.
le confrère Noël qui dit ceci, moi je pense qu'un journaliste qui n'a pas un minimum de formation en couverture dans un environnement hostile doit faire attention pour couvrir un conflit. Exactement, cher confrère. On doit vraiment, on parlait de ça depuis tout à l'heure, hein, c'est-à-dire la formation. Et même quand on est formé avec les plus grands formateurs aujourd'hui qui sont assez accessibles, tout à l'heure on en parlait de l'égyptienne. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il y a un événement très important en Égypte au niveau de la ville d'Aswan. C'est un événement régional. Il faut surveiller ce qui se passe parce que ça peut ouvrir des portes pour les journalistes, notamment à des formations de l'Institut du Centre de recherche qui est donc le créateur de cet événement, l'initiateur de cet événement. Il y a des formations que pour les journalistes francophones africains. C'est une chance, profitez. Je vais vous envoyer les informations. Justement, il y a des formations sur le trafic humain, sur comment identifier, pas seulement eux, mais il y a d'autres organismes, mais vraiment, ah tiens, vous pouvez aller sur le site d'Interpol. Il y a un onglet spécial où il y a des rapports annuels. Ça, c'est très important aussi pour les gens qui veulent chercher davantage donc d'informations sur le trafic d'armes. C'est important de voir comment ça circule, toute cette cartographie du trafic d'armes pour comprendre pourquoi il y a plus d'armes ici et pas là. Donc voilà, on comprend que ça peut déverser sur quelque chose, sur des pistes. Il y a plein de pistes qu'on peut retrouver. Ça, promis, c'est la dernière question. Qu'est-ce que ça vous fait de couvrir un conflit plutôt que d'autres formes de reportage? Les questions étaient posées par le confrère Freddy du Sénégal. Je D'accord. réponds, qu'est-ce que ça vous fait en fait de couvrir un conflit plutôt que d'autres formes de reportage? Plutôt que par exemple de parler de l'agriculture. Oui. Alors oui, bon, j'ai parlé de l'agriculture, j'ai même fait des reportages sur l'agriculture, monsieur. Non, c'est juste Ça un m'a exemple valu que je un vous prix, donne. hein. En 2013, alors que j'étais au Mali complètement perdue, ben, j'ai eu un prix sur l'environnement, super. Donc, alors évidemment, je ne vais pas vous mentir, il y a cette passion de la recherche. Il y a cette satisfaction de trouver des réponses. Il y a cette satisfaction de donner de l'information, comme je vous ai dit il y a quelque temps. Le journalisme africain doit revenir en force à travers des voix de jeunes journalistes comme vous et moi. On a notre place à l'international. On a notre place dans nos pays. On a notre place partout. On doit parler, faire remonter toute cette information, démontrer que ce journaliste existe, il est là. Hein, on ne traite pas que de dépêches. Pour moi, c'est la plus grande satisfaction. C'est qu'on dise cette journaliste est africaine, cette journaliste vient d'Algérie, cette journaliste a traité de questions. Ben, j'aurais pu partir en France, rester quelques temps. J'ai jamais de ma vie décidé de partir, par exemple, en France, me reposer. J'ai jamais habité la France, par exemple. On aurait pu penser, certains ont pensé, ils me disent, ah, vous êtes venu de France. Non, je suis algérienne, je suis africaine. Donc, démontrant justement à ces médias qui nous ont brimés, qui nous ont utilisés en tant que fixeurs longtemps, qui nous ont donc maltraités, méprisés, qui nous ont mal payés, qui nous ont exploités, que ce soit les nôtres ou les leurs, de leur dire non. On a des moyens aujourd'hui d'écrire en tant que journaliste sur des blogs, référencer nos articles, optimiser nos articles et être mieux que la majorité des journaux qui sont sur Internet et qui n'arrivent même pas à référencer leurs articles. La force est en vous. Merci beaucoup, Madame Ayette, pour cette belle session de formation sur le reportage en zone de conflit. Nous sommes à la fin et je vous dis merci encore une fois pour votre temps, pour votre disponibilité. Et merci surtout aussi aux confrères qui sont prêtés au jeu, qui ont participé à cette formation, qui nous ont nourri de questions, de belles questions d'ailleurs. Je vous dis à tous merci. Une heure, c'est suffisant, hein? Une heure tellement suffisante pour aborder tous les rouages de cette question, tous les aspects de la question. Je pense que nous allons continuer les conversations ensemble, que ce soit dans le groupe WhatsApp du forum ou dans le groupe privé du forum sur Facebook. Nous avons lancé hier un petit sondage pour savoir en fait ce que les participants à nos sessions numériques, ce sont les membres du forum pensent en fait de ce forum. N'hésitez pas à prendre quelques secondes, quelques minutes de votre temps, pas plus de 2 minutes en fait, pour le remplir, nous dire ce que vous pensez de ce forum, de cette initiative et ensuite de nous dire ce que vous aimeriez voir à l'avenir. Quelles sont les activités que vous aimeriez en fait que le forum puisse organiser. Prenez quelques secondes pour nous le dire, ça nous fera énormément plaisir et ça nous permettra en fait d'améliorer nos prochaines programmations, nos prochains
programmes, nos futures activités pour le forum. Et c'est sur ces mots que je vous donne rendez-vous pour le jeudi prochain, pour un nouveau numéro, une nouvelle session, un nouveau webinaire ou formation, on verra. De toutes les façons, je donnerai les informations dans le groupe sur Facebook. Et voilà. Merci encore une fois. Au revoir, Faten. Merci, À César. bientôt. Au revoir tout le monde. À bientôt. Au revoir. Au revoir.